Bienvenue à cette leçon dans laquelle on va voir IP version 6. Maintenant, on va voir la première partie. On va commencer par répondre à cette question. Une nouvelle version de IP, pourquoi? On a déjà une version IP v4 qui existe déjà, qui est opérationnelle et tout va bien. Alors, pourquoi on a besoin d'une nouvelle version de IP? On va voir quelle est IP v4. Alors, quelles sont les raisons de décider ou d'avoir l'idée de proposer une nouvelle version de IP? Puis, on va voir les adresses IPv6 et on va voir et on finira par avoir les protocoles modifiés puisque IPv4 ou le protocole IP est modifié. Commençons par répondre à cette question. On a une nouvelle version de IP. Pourquoi? Alors, il existe déjà la version IP qui est opérationnelle. Alors, quelles sont les raisons qui ont donné l'idée de proposer ou de définir les concepts d'une nouvelle version de IP qui est IPv6? La simple et la plus claire réponse est que l'espace d'adressage de IPv4 est insuffisant avec l'évolution de l'Internet, avec le développement de réseaux et le croissement du nombre des équipements, des machines, des PDA, des téléphones. Alors, cela a donné l'idée de proposer une nouvelle version de IP, qui est la version IPv6. Malgré qu'on peut trouver dans la littérature d'autres réponses à cette question qui sont par exemple plus d'efficacité sur les réseaux locaux grâce à l'utilisation de IPv6. Il y aura une efficacité plus importante dans les réseaux locaux. On a multidiffusion et NICAS dans la transmission des paquets IP. La sécurité, on a Routing Policy, Plug and Play, c'est-à-dire les machines sont directement configurées automatiquement sans avoir besoin de les configurer manuellement par un administrateur réseau. Alors, il suffit de les mettre ensemble et il y aura une configuration manuelle à travers, par exemple, ce qu'on appelle le DHCP, la configuration automatique des adresses. Et on a aussi des différenciations de trafic. Donc, c'est l'ensemble des... Et on a aussi la mobilité. Mais toutes ces caractéristiques existent déjà dans la version IPv4, malgré que l'amélioration ou le niveau de ces performances est moins dans le cas de IPv4, mais ces ensembles de caractéristiques existent déjà dans la version IPv4. Alors, quelle est la question ou quel est le secret derrière cette proposition d'une nouvelle version de IP? Alors, comme j'ai déjà expliqué, alors c'est l'espace pour élargir l'espace de l'adressage. C'est la raison principale derrière la proposition d'une nouvelle version de IP. Voyons maintenant pourquoi les adresses IPv4 sont insuffisantes. Donc, on a dit que puisque les adresses IP sont insuffisantes et pour élargir l'espace d'adressage IPv4, IPv6 a été proposé. Alors, comme on a déjà vu dans des cours précédents, IPv4 est présenté par 32 bits. Cela nous permet de créer ou d'avoir environ 4 milliards d'adresses. Alors, on a avec 32 bits, dans le cas d'adressage IPv4, on a environ 1 milliard d'adresses. Alors, pourquoi on a besoin d'une nouvelle version qui est IPv6? La réponse est simple, puisqu'elles sont utilisées de façon hiérarchique, c'est-à-dire les préfixes sont utilisés ou un préfixe quelconque utilisé dans un réseau physique ne peut pas être utilisé dans un autre. Donc, dans le réseau global Internet public, s'il y a un réseau physique qui a un préfixe d'adresse, ce préfixe-là ne peut pas être utilisé dans un autre réseau qui se trouve dans l'autre monde ou dans l'autre bout du monde, malgré que ces deux réseaux sont distants, mais il faut que les préfixes d'adresse soient uniques. Cela donc que beaucoup d'adresses ne sont pas utilisées. Donc, si on parle par exemple de la classe A, dans la classe A, on a exactement un octet spécifié pour l'adressage réseau. Et on a par conséquent 3 octets pour l'adressage machine. Donc, supposons qu'une entreprise ou un organisme quelconque
a reçu ce type d'adresse, c'est-à-dire le type d'adresse A. Dans ce cas-là, cet organisme, il a la possibilité de donner des adresses à des machines. L'ensemble est de puissance 24. Donc, c'est un nombre gigantesque. C'est la raison pour laquelle il y a toujours un nombre d'adresses qui n'est pas utilisé. Même si on donne à cet organisme ou à n'importe quel organisme qui demande des adresses publiques, toujours l'efficacité d'adressage n'est pas optimale. C'est-à-dire, on ne peut jamais atteindre un degré d'utilisation efficace. Toujours, malgré l'utilisation des masques, dans le cas des classes d'adresses A, B, C, on a toujours des adresses qui ne sont pas utilisées. Donc, combien d'adresses IPv6 doit avoir pour combler l'insuffisance qui se trouve dans IPv4? Donc, il y avait une approche scientifique basée sur le calcul de l'efficacité d'adressage. Donc, l'efficacité d'adressage H est donnée par log 10, number of addresses, le nombre d'adresses, sur number of bits, sur le nombre de bits. Donc, l'efficacité d'adressage à travers cette approche scientifique égale à log 10, le nombre d'adresses opérationnelles, le nombre d'adresses qui sont en fonctionnement sur le nombre de bits de l'adresse. Si on parle alors de IPv4, on a le nombre d'adresses qui sont opérationnelles, qui sont en fonctionnement sur le nombre de bits qui est évidemment 32. Par cette méthode, on peut calculer et on peut savoir quelle est l'efficacité d'utilisation de l'espace d'adressage. À travers ce calcul, dans le réseau existant H, qui est l'efficacité d'adressage, varie entre 0,22 et 0,26. Comme vous pouvez remarquer, alors, cette efficacité d'adressage est très basse. 0,22 et 0,26, comme j'ai déjà expliqué précédemment. La raison principale de cette efficacité basse est l'attribution des adresses ou des préfixes d'adresse, et dans ces sous-réseaux qui ont des préfixes, alors on n'a pas 100% des adresses machines sont exploitées. Alors on n'a qu'un nombre limité d'adresses ou d'adresses publiques ou d'adresses machines sont attribuées. L'autre ensemble d'adresses ne sont pas attribuées et ne sont pas en fonctionnement. C'est la raison principale pour laquelle on a l'efficacité d'exploitation ou l'efficacité d'utilisation de l'espace d'adressage est très basse. Donc, en supposant pour avoir 1 million, 2 milliards de stations en réseau, les développeurs ou les organismes concernés par les réseaux, pour avoir 1 milliard ou 1 million de milliards de stations en réseau, on a besoin de 60 bits dans le cas de l'efficacité minimale. C'est-à-dire, dans le cas de l'efficacité 0,22, et pour avoir 1 million de milliards de stations, on a besoin de 68 bits dans le cas de cette efficacité. C'est évident alors, pour créer un nouvel espace ou une nouvelle version de IP, on a besoin de voir ou de prendre en charge ou pris en considération l'efficacité d'utilisation de l'espace d'adressage qui est très basse, comme j'ai déjà mentionné, entre 0,22 et 0,26. Donc, pour la création d'une nouvelle version ou un nouveau espace d'adressage, on a besoin de partir ou de baser cette proposition sur l'efficacité d'utilisation de l'espace d'adressage qui varie entre 0,22 et 0,26. Mais donc les organismes concernés ont pu proposer une nouvelle version qui a une longueur de 68 bits, mais n'était pas le cas. Ils ont proposé une nouvelle version de IP qui est IP version 6, mais l'ensemble de bits dans cette adresse est exactement 128 bits. Donc, si on compare la longueur d'adresse dans
IPv6 ou la longueur de l'adresse dans le cas de IPv4, on peut remarquer que la longueur est exactement 4 fois plus longue que dans le cas de IPv4. Dans le cas de IPv4, la longueur de l'adresse est 32 bits et dans le cas de IPv6, plutôt est exactement 128 bits pour donner des adresses aux machines et au réseau. Donc, malgré que l'approche scientifique a proposé ou a découvert que 68 bits est largement suffisant pour mettre l'ensemble de l'adresse qui sont attribuées aux machines et aux nœuds ou n'importe quelle machine sur le réseau, mais ils ont proposé 128 bits pour des futurs, on ne seront jamais dans la situation où on peut penser que l'espace d'adressage ne sera pas suffisant. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas choisis 68, mais ils ont choisi 128 bits pour la longueur de l'adresse dans la version IPv6. Une simple question alors, pourquoi l'efficacité d'adressage est très basse? Alors, on a parlé que cette proposition de cette nouvelle version de IP, elle a pris en considération l'efficacité de l'utilisation de l'espace d'adressage qui est basse. Alors, quelles sont les raisons qui ont donné cette basse efficacité dans l'espace d'adressage? Sûrement, il y a des raisons dans l'attribution, des raisons dans l'utilisation de l'espace acheté ou utilisé par les organismes. Alors, la question est simple. Alors, pourquoi l'efficacité d'adressage est très basse? Passons maintenant aux adresses IPv6. Comment sont présentées? Donc, concernant la notation, les adresses IPv6, une adresse est un ensemble et présenté par 8 nombres hexadécimaux séparés par 2 points. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nombres hexadécimaux séparés par des points sous forme de groupes de 2 octets. Alors, on a 8 groupes. Chaque groupe, il a 2 octets. Alors, si on parle de l'ensemble, alors on parle de 16 octets, 8 fois 2. Donc, comme vous pouvez le voir ici, l'adresse est trop compliquée par rapport à celle de IPv4 et comme vous pouvez le voir, l'adresse est présentée par des nombres et des chiffres puisqu'on est dans le hexadécimal avec l'utilisation de 128 bits. Avec l'utilisation de 128 bits pour l'adressage, alors on suppose qu'on ne sera jamais dans le cas où on peut penser que l'espace d'adressage ne sera pas ou n'est pas suffisant pour adresser toutes les machines, tous les PDA, tous les nœuds et toutes les interfaces généralement sur le monde ou sur l'Internet. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai déjà dit, la longueur choisie a été 128, mais n'est pas 68. Passons maintenant au raccourci. Donc, heureusement, dans le cas des adresses IPv6, on peut omettre quelques octets. Par exemple, dans le cas où on a 4 zéros, au lieu d'écrire 4 zéros, il suffit d'écrire juste un 0 pour présenter l'ensemble de 4. Aussi, dans ce cas-là, on a 4 zéros, mais grâce à l'abréviation, on peut juste créer un 0 pour noter qu'il y a 4 ou 2 octets qui sont à la valeur 0. On peut en plus remplacer les zéros par des points. Donc, c'est des abréviations puisque, comme vous pouvez le voir, l'adresse est trop compliquée. Donc, ces abréviations, ça nous aide à mieux manipuler ces adresses, malgré que avec cette abréviation, et toujours la manipulation est compliquée puisque l'adresse se compose de 16 octets. Concernant l'organisation de l'espace d'adressage, on a des espaces réservés, ça s'appelle le multicast. Alors, comme le cas de IPv4, l'espace d'adressage, dans l'espace d'adressage, généralement, on a un espace réservé par exemple pour le multicast et un espace utilisé pour unicast
pour adresser ou pour donner des adresses aux machines, aux interfaces. Concernant les espaces réservés, commençons par le multicast. Comment on peut le voir, comment on peut le savoir? Donc, dans le cas de l'adresse de multicast, les premiers 8 bits sont mis à 1. Donc, les 2 octets de premier groupe sont mis à 1. Donc, par cette notation, on peut savoir que cette adresse correspond à une adresse de multicast. Si on parle alors de la notation hexadécimale 1111, c'est équivalent ou présenté par NF, et aussi pour le 111 est présenté par NF. Donc, si on voit au début d'une adresse 11111, on peut savoir qu'il s'agit d'une adresse de multicast. C'est exactement comme le cas de IPv4, on a un ensemble d'adresses pour le multicast ou tout d'abord un ensemble d'adresses réservées, c'est-à-dire ces adresses ne peuvent pas être attribuées à des interfaces, comme dans le cas de IPv4, si vous vous rappelez, il y a la première version ou la première adresse d'un plage, d'un sous-réseau par exemple, est utilisée pour le réseau lui-même, c'est-à-dire la première adresse est utilisée comme adresse réseau. Et la dernière adresse, c'est-à-dire dans le cas où tous les bits sont mis à 1, on parle alors de l'adresse de multidiffusion. C'est la même chose dans le cas de IPv6, dans le cas où tous les bits sont mis à 1, tous les bits de premier octet sont mis à 1, alors on est dans le cas de multicast. On a un autre ensemble d'adresses réservées, on parle alors de link local and site local, qui est équivalent aux adresses privées dans le cas de IPv4. Dans le cas de cet ensemble, les premiers bits sont présentés par cet ensemble de bits. Le premier octet, on a ces valeurs-là. Pour le deuxième octet, le premier bit, c'est-à-dire le bit le plus significatif dans le deuxième octet, est égal à 1. Dans le cas de link local, on va voir par la suite que dans le cas de IPv6, les adresses ou les réseaux physiques sont appelés links, c'est-à-dire si on parle de link, alors on parle de réseau physique dans le cas de IPv6. Alors dans le cas de link local, on a le premier octet est présenté par FE et le deuxième octet, on a 1 suivi par un 0 où l'ensemble de 64 bits présente l'adresse réseau. Dans le cas de site local, on a toujours le premier octet et le même FE, dans le cas de hexadécimal bien sûr. Concernant le deuxième octet, on a au lieu de 0, on a 1, c'est-à-dire le 1, cet ensemble de bits sera présenté par C. Et comme adresse réseau, on a l'ensemble de 10 premiers bits sert à adresser les sous-réseaux dans le cas de site local ou de link local. Donc, si on parle d'une correspondance avec le cas de IPv4, si on parle de link, alors on parle de réseau physique. Et si on parle de site local, alors on parle d'un réseau privé. Alors, par exemple, intranet. Cet intranet ou ce réseau intranet, bien sûr, il a besoin d'utiliser un espace d'adressage privé qui n'est pas public, un espace d'adressage réservé. Donc, concernant les adresses IP réservées, alors on a parlé de multicast et on a parlé de link local et site local. Concernant maintenant les adresses restantes, elles sont utilisées pour unicast global, c'est-à-dire pour la spécification ou pour l'attribution des adresses aux machines qui se trouvent sur le réseau. Donc, on a adressage unicast global concernant l'organisation de l'espace. À son tour, concernant l'espace unicast, il est organisé sous forme d'espaces réservés. On a par exemple des adresses
qui sont utilisées pour l'interopérabilité EV4. La première ou le premier sous-groupe, on a le 80 bits. Les premiers 80 bits sont mis à 0. Donc cette notation va nous donner une idée que les 80 bits, les 80 premiers bits sont mis à 0. Donc si par exemple on voit une adresse dans laquelle les 80 premiers bits sont mis à 0, alors on peut savoir que cette adresse est utilisée pour l'interopérabilité entre IPv4 et IPv6. En fait, il y a cette adresse ou ce type d'adresse peut être utilisé pendant la phase de transition, c'est-à-dire puisque on est dans le cas de IPv4, le réseau ou l'adresse la plus utilisée maintenant dans le monde est IPv4. Alors, il y a juste des réseaux isolés, des petits réseaux isolés à travers le monde entier qui utilisent les adresses IPv6. Alors, si on a une partie ou un groupe de l'espace d'adressage IPv6 qui est utilisé pour l'interopérabilité, alors sûrement cette notation est utilisée pour la transition de IPv4 à IPv6. Il y a un autre sous-groupe qui s'appelle IPv4 Mapped Addresses. Dans ce cas-là, on a les 16 bits qui suivent les 16 bits, les derniers 16 bits dans les 80 sont mis à 1. Donc, si on voit ce type d'adresse, alors on peut savoir qu'il s'agit d'adresses qui servent à faire l'interopérabilité entre l'espace d'adressage IPv4 et l'espace d'adressage IPv6. Je ne vais pas parler beaucoup sur comment ces adresses sont utilisées, mais il faut savoir juste que si on voit ce type d'adresse, on peut savoir qu'il s'agit d'un espace d'adressage qui est réservé pour l'interopérabilité entre les deux espaces ou les deux types d'adressage IPv4 et IPv6. Il y a un autre sous-groupe qui s'appelle IPv4 Compatible. Dans ce cas-là, on a en plus les 80, on a des 16 bits sont mis à 1. C'est-à-dire on a finalement 96 bits sont mis à 1. Si on parle de 96, alors il nous reste 32 bits. 32 bits qui sont utilisés puisque IPv4 est présenté par 32 bits, alors on a exactement, ici, on a 32 bits restants pour la notation de IPv4. On a une notation compacte, tous les zéros sont présentés par 2 points, et ici on a les 32 bits présentés par cette notation. Encore plus, on a une notation spéciale qui est écrite en binaire ou en décimal plutôt. Donc, on a l'ensemble de bits 96 bits mis à 0 et on a l'adresse IPv4. Donc, on peut clairement dans IPv4 Compatible que les derniers 32 bits sont utilisés pour l'adresse IPv4 qui est utilisée pour faire la correspondance entre les deux versions de IP, IPv4 et IPv6. Passons maintenant à un autre type qui s'appelle Aggregatable Global Unicast. Aggregatable Global Unicast, c'est un mécanisme très intéressant qui ne se trouve pas dans le cas de IPv4. C'est un nouveau mécanisme qui se trouve dans le cas de IPv6. Ce mécanisme est utilisé pour simplifier l'acheminement des données. C'est-à-dire, si on parle de l'attribution des adresses, évidemment, on va commencer tout d'abord par un fournisseur de services. Alors, ce fournisseur de services, lorsqu'il attribue des adresses sous réseau, par exemple, à ses clients-là, ils vont avoir le préfixe de ce fournisseur d'accès plus le préfixe de ces organismes-là. Donc, dans tous les clients de cet organisme, le préfixe de cet organisme est mentionné. Comment on peut savoir qu'une adresse, cette adresse s'agit d'un Aggregatable Global Unicast? Donc, l'adresse commence par l'ensemble de 3 bits 0, 0, 1. L'attribution et l'affectation de cette adresse est à base topologique.
comme j'ai déjà mentionné, basé sur l'hierarchie de fournisseurs du service. Et puisque les fournisseurs de services sont invoqués, dans ce cas-là, on a une agrégation efficace. Pour mieux comprendre, prenons cet exemple. Supposons par exemple qu'on a des fournisseurs services. On parle alors de Tier 1, c'est-à-dire des fournisseurs de services de niveau 1. Alors, ces fournisseurs de services, par exemple, ils ont des clients. On parle de niveau 2, Next Level, ou de Tier 2 Internet Service Providers. Donc, ce service provider number 1, il a des clients. Et ces clients, à son tour, ils ont des clients, des autres clients. Donc, le Aggregatable Global Unicast est basé sur le cas où, par exemple, ce service provider, il va avoir un préfixe qui est plus long que celui-là, bien sûr, mais ce préfixe-là, c'est-à-dire de Internet Service Provider number 2, ce préfixe inclut le préfixe de ce service provider. Ainsi de suite, il s'agit la même chose pour Tier 3, Internet Service Provider. Il a un préfixe plus long. Ce préfixe-là de ce service provider, Internet Service Provider, inclut le préfixe de ce réseau-là et par conséquent inclut aussi le préfixe de ce réseau-là. Donc, pour un routeur, il suffit de savoir le premier préfixe pour savoir le chemin probable que les paquets, par exemple, doivent suivre. Donc, il suffit, dans un routeur, il suffit au lieu d'avoir des milliers d'entrées pour chaque sous-réseau, alors il suffit de mettre un seul entrée qui spécifie le premier sous-réseau ou le premier Internet Service Provider et par conséquent l'autre service provider fait partie de ce service provider. Donc, au lieu d'écrire la totalité de l'adresse sous réseau, il suffit de mentionner l'adresse réseau de le premier fournisseur. Alors, malgré que les adresses IPv6 sont plus longues que les adresses IPv4, mais grâce à ce mécanisme-là, Aggregatable Global Unicast, les routeurs ont des tables qui sont plus courtes ou plus petites par rapport aux tables dans le cas de IPv4, puisque au lieu de donner 10 milliers d'entrées, il suffit de donner le préfixe de premier réseau, c'est-à-dire le préfixe de premier Internet Service Provider. Si on parle de principe de routage dans le cas de IPv6, alors c'est le même principe dans le cas de IPv4. Alors on a des sous-réseaux qui se trouvent dans le réseau global. Si on a par exemple deux machines qui veulent communiquer entre elles, si les deux machines se trouvent sur le même réseau, alors la communication peut être faite directement sans avoir besoin de passer à travers un routeur, comme il est mentionné ici. Et si par exemple les deux stations se trouvent dans deux sous-réseaux différents séparés par un nœud, alors la communication dans ce cas-là doit être passée par un routeur. Bien sûr, après vérification, donc la communication ne doit pas passer par un routeur qu'après une vérification, c'est-à-dire la machine va vérifier si l'adresse destination fait partie du même réseau que la machine émettrice. Si c'est le cas, alors les paquets vont être envoyés directement sur le réseau physique sur lequel se trouve la machine émettrice. Et après vérification, si l'adresse destination ne se trouve pas sur le même réseau, c'est-à-dire les préfixes des deux machines ne sont pas les mêmes, dans ce cas-là, la machine doit envoyer les paquets ou les données vers la passerelle, c'est-à-dire vers le routeur qui va se charger de transmettre ou de transporter les paquets vers la bonne destination. Si on parle par exemple des machines qui sont séparées par plusieurs nœuds, dans ce cas-là, la transmission va être faite d'un nœud vers un autre jusqu'à destination. Alors on peut voir que le mécanisme de routage est presque le même dans le cas de IPv6 que dans le cas de IPv4. Avant la transmission, il y aura tout d'abord une vérification si l'adresse destination fait partie du même sous-réseau
que la machine émettrice elle est. Si c'est le cas, alors la transmission sera directement sur le réseau physique. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire l'adresse réseau ou les préfixes des adresses, c'est-à-dire l'adresse destination et l'adresse émission ne sont pas les mêmes, dans ce cas-là, la transmission sera à travers le routeur qui va s'occuper de transmettre ces données vers la bonne destination d'un routeur à un autre. Passons maintenant à la structure de l'adresse. Donc l'adresse, comme le cas de IPv4, elle est composée de préfixes et elle est composée aussi de l'adresse, c'est-à-dire la partie préfixe, la partie sous-réseau, et la partie interface identifier ou adresse interface de l'adresse machine. Puisqu'on a 128 bits, on a 1 bit pour l'adressage préfixe et 128 moins n pour identifier l'interface. Concernant l'affectation d'adresse, alors c'est la même chose comme dans le cas de IPv4, même s'il y a une différente terminologie. Le réseau est composé d'un ensemble de sous-réseaux. Ces sous-réseaux-là, c'est un ensemble, chaque sous-réseau est un ensemble de machines. Ces ensembles de machines ont le même préfixe. Et on a les réseaux physiques. Donc, comme j'ai déjà mentionné précédemment, dans le cas de IPv6, si on parle de réseau physique, alors on parle de link, où on a chaque sous-réseau correspond à un link. On parle alors de on-link machine ou de on-link hot, c'est-à-dire des machines qui ont le même préfixe. Dans ce cas-là, la communication est directe. Si la machine ont le même préfixe, c'est-à-dire ces machines-là font partie du même sous-réseau, alors la transmission sera directement d'une machine à une autre sans avoir besoin de passer par un routeur. Par contre, on parle alors de off-link stations ou de off-link machines, c'est-à-dire ce sont des machines qui ont des préfixes différents. Dans ce cas-là, la communication doit être via un routeur. Puisque les machines ne font pas partie du même sous-réseau, alors la communication doit être passée par un routeur, par une interface. Passons maintenant au préfixe. Dans le cas de IPv4, on a parlé de la paire adresse-masque, mais dans le cas de IPv6, cela est substitué par un préfixe par cette notation, c'est-à-dire on a l'adresse / et n, où n est la longueur de préfixe, c'est-à-dire la longueur de l'adresse sous réseau. Supposons par exemple qu'on a cette adresse. À travers cette notation, on peut savoir qu'on a exactement 36 bits utilisés pour l'adressage réseau. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a exactement 4 octets, c'est-à-dire 32 bits, plus 4. Donc, on a 36 bits pour spécifier ou pour utiliser pour l'adressage réseau. Notez bien qu'il n'y a pas de classe d'adresse dans le cas de IPv6. Donc, c'est grâce à cette notation, l'adresse IP/n, on peut savoir l'ensemble de bits utilisés pour l'adressage réseau. Dans le cas de IPv4, on peut savoir ça à travers la classe, qu'il s'agit de classe A, B ou C. Par exemple, dans le cas de la classe A, on a juste le premier octet utilisé pour l'adressage réseau. Dans la classe B, les 2, la classe C, les 3. Dans le cas de IPv6, on n'a pas besoin d'utiliser les classes. C'est grâce à la notation adresse IP/n, on peut savoir combien de bits est utilisé pour spécifier ou pour utiliser pour l'adressage réseau. Concernant l'affectation d'adresse, supposons que l'adresse de préfixe ou l'adresse réseau est de 64 et l'adresse machine est sur 64 aussi. Notez que dans le cas de IPv6, généralement, l'adresse interface est présentée par l'adresse Ethernet. L'adresse Ethernet est sur 48 bits, alors ici on a 64. La raison pour laquelle est qu'on a une nouvelle version de Ethernet basée sur 64 bits, appelée EUI.
Si on parle de Aggregatable Global Unicast, on a dit que les 3 premiers bits sont 0, 0, 1. Si on parle par exemple de TLA ID, c'est-à-dire Top Level Authority, Large ISP, c'est-à-dire on a parlé de Tier 1 et Tier 2, supposons que cet espace ou cet ensemble de bits est utilisé pour spécifier le premier Internet Service Provider sur 13 bits. Le prochain niveau, c'est-à-dire Next Level Authority, par exemple, de ce cas-là, est basé sur 32 bits. Remarquez bien que le préfixe plutôt de 6 adresses NLA, toutes les adresses ont le même préfixe, c'est-à-dire chaque station ou chaque sous-réseau qui se trouve dans NLA, il a le préfixe 001 plus TLA ID. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans le cas de Tier 1 et Tier 2 Internet Service Provider, au lieu de donner l'adresse de chaque sous-réseau, il suffit de donner l'adresse du premier service Internet Provider. La même chose concernant la troisième partie. Dans ce cas-là, on a des adresses sous-réseau dans un organisme, par exemple. Dans ce cas-là, chaque sous-réseau il a l'ensemble des préfixes. Notez bien que la numérotation est automatique. Alors, j'ai déjà mentionné que le préfixe pour chaque sous-réseau dans le troisième niveau, chaque sous-réseau il a le même préfixe. Supposons par exemple que l'administrateur réseau veut changer l'Internet Service Provider. Dans ce cas-là, on a besoin de changer toutes les adresses. Mais dans le cas de IPv6, ce n'est pas délicat, ce n'est pas difficile, c'est grâce à la numérotation automatique. C'est-à-dire on peut changer toutes les adresses automatiquement sans avoir besoin de le faire manuel. Passons maintenant au plug and play. Donc, puisque IPv6, le but est la configuration automatique, si on est dans deux scénarios, c'est-à-dire le scénario cabinet dentaire, un ensemble de machines, ou 1000 ordinateurs sur la queue, c'est-à-dire un organisme avec 10 000 d'ordinateurs, la solution est l'autoconfiguration. Pour la première, la solution est stateless, c'est-à-dire pas de serveur. Pour la deuxième, est stateful, c'est-à-dire un serveur DHCP est utilisé pour l'attribution des adresses. Donc chaque station, le DHCP assure une adresse qui sera donnée automatiquement à travers ce mécanisme dynamique. Une simple question alors, le masque est-il important de IPv6? Dans le cas de IPv6, de IPv4, on a parlé de masque pour savoir si l'adresse destination fait partie du même sous-réseau. Alors, est-ce que cela est important dans le cas de IPv6? Passons maintenant au protocole modifié. Alors, quel changement dans l'architecture de protocole? Bien sûr, le protocole IP, ICMP, ARP, Internet Resolution Protocol, il est intégré dans ICMP. Et EGMP aussi, à son tour, il est intégré dans ICMP. Il y a d'autres qui sont mis à niveau, mais ils ne sont pas changés. Par exemple, DNS, le type d'enregistrement, il est changé. Au lieu de A dans le cas de IPv4, on a exactement 4 A dans le cas de IPv6. Aussi, le protocole RIP et OSPF ont été mis à niveau. BGP, AND et DRP. Et TCP et UDP. À propos de l'indépendance des couches, alors TCP et UDP ont changé. Et on a dit précédemment que chaque couche est indépendante. Alors, pourquoi TCP et UDP ont été changés? La raison est simple, alors, puisque TCP et UDP portent des adresses IP sur son niveau. C'est la raison pour laquelle ces protocoles-là doivent être modifiés. C'est la fin de ce cours-là. Merci pour votre attention.